Une fraction de seconde après le Big Bang, la moitié de l'univers a disparu, volatilisé, comme si elle n'avait jamais existé. Et personne ne comprend pourquoi. Mais ce n'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est que si cette moitié perdue était restée, vous ne seriez même pas là pour entendre cette histoire. En fait, l'univers tout entier aurait dû s'autodétruire instantanément. Il n'y aurait dû avoir ni galaxies, ni étoiles, ni atomes, et donc encore moins d'êtres humains en train de regarder une vidéo YouTube. Et pourtant, vous êtes là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de disparition? Et surtout, en quoi la perte de la moitié de la matière de l'univers a pu le sauver d'une annihilation totale? Dit comme ça n'a aucun sens. Pourtant, on parle bien d'un des plus grands mystères de la physique moderne. Un mystère qui obsède les esprits les plus brillants. Et aujourd'hui, on commence à voir quelques pistes. Des pistes aussi fascinantes que déroutantes. Peut-être que cette matière n'a jamais disparu. En fait, peut-être qu'elle n'est pas si loin que ça. Et même pire, peut-être qu'elle remonte le temps. Dans cette vidéo, on va plonger dans les théories les plus sérieuses qui tentent de résoudre cette énigme. Et accrochez-vous, parce que ce qu'on s'apprête à découvrir pourrait bien contredire tout ce que vous pensiez savoir sur les lois de l'univers. Bon, ça fait beaucoup de questions là. Alors on va commencer par le plus important. C'est quoi cette histoire de matière disparue? Et surtout, au final, qu'est-ce qui a vraiment disparu? Parce que si on veut réussir à trouver ce qu'on cherche, il faut peut-être commencer par savoir ce qu'on cherche. Ouais, c'est pas faux. Pour faire simple, au moment du Big Bang, l'univers n'était pas uniquement constitué de matière ordinaire, c'est-à-dire de tout ce qui nous entoure, autant votre téléphone portable, que votre chat, ou que les étoiles situées à plusieurs années-lumière de la Terre. En fait, au moment du Big Bang, l'univers était constitué d'autant de matière que de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antimatière. Et c'est une mini-fraction de seconde à peine après le Big Bang que toute cette fameuse antimatière s'est volatilisée pour laisser place à la matière ordinaire qu'on connaît. Et c'est pour ça que vous ne croisez pas souvent d'antimatière. Elle est quasiment absente de notre univers. Et heureusement d'ailleurs, parce que je vous garantis que vous n'avez pas du tout envie de rentrer en contact avec elle. Pourquoi? Je vous l'explique dans une minute. Là, notre priorité c'est avant tout de comprendre pourquoi cette matière a disparu. Et pour le comprendre, il faut d'abord répondre à cette question. L'antimatière, c'est quoi? Et surtout, à quoi ça ressemble? Déjà, perso, rien que le mot antimatière, ça me fait vibrer. On sent bien qu'on s'attaque à du costaud là. C'est un concept assez mystérieux et qui amène pas mal de questions. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que son existence n'est plus à prouver. On en détecte, on en fabrique, on en stocke, et mieux que ça, on l'utilise tous les jours dans les hôpitaux. Et en ce qui concerne ses propriétés, eh bien en fait, il n'y a pas grand chose qui change entre la matière et l'antimatière. Grosso modo, la seule chose qui change, c'est sa charge électrique. L'antimatière a une charge électrique opposée à la matière. Je m'explique. Pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule associée qui a exactement les mêmes propriétés. Même masse, même spin, mais du coup avec une charge électrique opposée. Par exemple, l'électron a une charge électrique négative, alors que l'antiélectron, son antiparticule associée, a une charge électrique positive. D'ailleurs, on lui a même trouvé un petit nom, le positron. À ne pas confondre avec le proton, qui est l'un des constituants des noyaux atomiques, et qui du coup a lui aussi sa propre antiparticule associée, l'antiproton, mais qui n'a pas de petit nom lui. Bref, un truc important à comprendre, c'est que mis à part leur charge opposée, vu que les particules d'antimatière sont identiques aux particules de matière, elles peuvent se combiner exactement de la même manière que la matière ordinaire pour former des antiprotons, des antiatomes, des antimolécules, et en principe n'importe quel anti-truc. Des anti-fourmis, des anti-baskets et même des antivirus. Je n'ai pas pu résister. Mais du coup, à quoi ça ressemble de l'antimatière? Est-ce qu'elle est invisible ou est-ce qu'elle a une couleur opposée à la matière? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si je vous montre une pomme, vous n'auriez aucun moyen de savoir par sa seule observation si c'est une pomme ou une anti-pomme. Et gardez bien ça en tête pour la suite, parce que le fait que la matière et l'antimatière soient totalement indiscernables, c'est pas juste un détail technique. C'est peut-être la piste qui va nous permettre d'expliquer sa disparition précoce. Mais finalement, si l'antimatière est si fascinante, c'est parce qu'elle se comporte de matière extrêmement étrange et plutôt radicale lorsqu'elle rentre en contact avec la matière ordinaire. En fait, si deux particules de matière et d'antimatière rentrent en contact, elles s'annihilent purement et simplement. C'est aussi simple que ça, si la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'autodétruisent. Mais rien ne disparaît comme ça dans l'univers. En fait, elles s'annihilent en émettant des photons lumineux de haute énergie. Autrement dit, cette réaction transforme de la matière en énergie. Et pas qu'un peu. Une seule cuillère à café d'antimatière pourrait produire plus d'énergie que la bombe Hiroshima. Et pour une fois, l'énergie dégagée par cette réaction se calcule assez simplement grâce à l'équation la plus populaire du monde, E égale mc2. Par exemple, l'antimatière libère 100 fois plus d'énergie que la fusion nucléaire et 1 milliard de fois plus que les combustibles fossiles. Et c'est ça qui explique que l'antimatière est quasiment absente de notre univers. À cause de son comportement vis-à-vis de la matière ordinaire,
elle est extrêmement instable. Et petite digression, étant donné le réservoir d'énergie énorme qu'elle constitue, on serait bien tenté de la conserver. Faut pas oublier que dès qu'il s'agit de faire péter des trucs, on peut compter sur l'être humain. Sauf que problème, il n'est pas question d'essayer de stocker de l'antimatière dans une bouteille. Sinon, dès qu'elle va toucher un des bords de la bouteille, qui du coup est fait de matière, elle va exploser. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est une anti-bouteille, mais du coup, pas question de poser la bouteille sur la table. Bref, vous avez compris, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, si vous avez suivi notre raisonnement, vous commencez à toucher du doigt ce qui pose problème aux physiciens. Pourquoi on est là? Si au départ de l'univers, il y avait 50% de matière et 50% d'antimatière, et étant donné qu'au moment du Big Bang, tout l'univers était concentré en un seul et même point, la matière et l'antimatière auraient dû totalement s'annihiler dans une grande bataille primordiale jusqu'à ne laisser qu'une soupe de photons lumineux de haute énergie. Donc, qu'est-ce qu'il a dû bien se passer pour que 13,8 milliards d'années plus tard, vous puissiez être en train de regarder cette vidéo? La première chose qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi il n'y aurait tout simplement pas eu plus de matière que d'antimatière au départ de l'univers? Est-ce que dire qu'on part d'une situation parfaitement symétrique, c'est pas un peu se compliquer la vie pour rien? Alors que dire qu'il n'y a jamais eu autant d'antimatière que de matière, c'est une proposition facile à comprendre et qui résout naturellement notre problème. Si au départ il y avait un chouïa plus de matière que d'antimatière, alors après la grande bataille primordiale, toute l'antimatière aurait disparu, alors que le petit surplus de matière initiale aurait survécu. Ce qui, entre parenthèses, en aurait fait à la fois la plus grande bataille de l'histoire de l'univers, mais aussi la plus rapide. On estime qu'il n'aurait fallu à peine que quelques microsecondes après l'instant initial pour que toute l'antimatière soit totalement annihilée. Et tout ce que vous voyez autour de vous, de votre t-shirt jusqu'aux galaxies les plus lointaines, ne serait en fait constitué que de la minuscule fraction restante de matière ayant survécu à la grande bataille primordiale. Alors, qu'on soit bien d'accord, postuler un excès initial de matière sans explication n'est pas interdit. C'est scientifiquement insatisfaisant. Parce qu'au final, cette hypothèse n'explique pas grand-chose. Elle déplace simplement la question. Si on dit que l'univers avait par chance plus de matière que d'antimatière dès le départ, alors la question devient pourquoi y avait-il ce déséquilibre au départ? En science, on cherche à expliquer les phénomènes observés par des mécanismes sous-jacents, pas à les accepter comme des données sans justification. La phrase « c'est comme ça », c'est le cauchemar des physiciens. Et je sais pas vous, mais perso c'est pareil, cette explication je la trouve pas hyper convaincante. En fait elle me laisse un peu le même sentiment que quand j'utilisais des cheat codes d'XP sur Pokémon Rouge-Feu sur ma Game Boy Advance. Et en plus de ça, il suffit de plonger dans la physique fondamentale pour se rendre compte que cette explication est carrément bancale. Toutes les expérimentations en physique des particules montrent que les processus de création de matière produisent systématiquement autant de particules que d'antiparticules. Selon nos modèles actuels, il existe une symétrie parfaite entre les processus de création de matière et ceux produisant de l'antimatière, sans jamais que les uns ne prennent le dessus sur les autres. Et comme au tout premier instant, l'univers primordial était une soupe d'énergie pure et que la matière n'est apparue que lorsque l'univers est devenu suffisamment froid pour permettre son existence, alors il a nécessairement dû y avoir autant de matière que d'antimatière créée aux premiers instants de l'univers. Donc laissons de côté le cheat code qui suppose une asymétrie initiale et creusons un peu pour voir les réponses que peut nous apporter la physique fondamentale. Et vous allez voir que les physiciens n'ont pas dit leur dernier mot. Maintenant, si on repart du principe que l'univers était homogène et symétrique au départ, alors il faut trouver un mécanisme actif qui a pu briser cette symétrie au cours du temps. Donc finalement, on reste sur l'idée que matière et antimatière se sont affrontés dans une bataille primordiale, mais cette fois-ci, la matière n'a pas gagné grâce à son surnombre, mais plutôt grâce à un avantage tactique. La question devient donc, pourquoi? Si matière et antimatière sont les miroirs l'une de l'autre, alors pourquoi l'univers a-t-il pris parti et favorisé la matière plutôt que l'antimatière? Et surtout, par quel mécanisme a-t-il réussi à faire pencher la balance et échapper à l'impartialité de ses lois? Comme les noyaux atomiques de la matière ordinaire sont formés de particules appelées baryons, la phase où la matière a pris le dessus sur l'antimatière porte le doux nom de baryogénèse. Mais cette baryogénèse, c'est pas juste un truc de physicien barbu qui aime les équations. C'est la clé d'une question vertigineuse. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Comprendre la baryogénèse, c'est comprendre pourquoi l'univers ne s'est pas autodétruit en une fraction de seconde en ne laissant derrière lui qu'un simple résidu d'énergie perdu dans le vide. Alors ce qui est bien, c'est qu'on connaît les conditions nécessaires pour que la baryogénèse puisse se produire. Elles sont appelées conditions de Shakharov, en référence au physicien russe Andrei Shakharov qui les a formulées en 1967. Pour lui, ces trois conditions ont forcément dû être réunies à un moment donné de l'histoire de l'univers. Autrement, rien n'existerait et vous ne pourriez pas être là en train de regarder cette vidéo. La première condition nécessaire à la baryogénèse est qu'il doit exister des processus physiques violant la conservation du nombre baryonique. Rien compris, moi. Alors, avant qu'on fasse un AVC collectif, ça veut juste dire qu'il doit exister dans l'univers des réactions qui ne produisent pas la même quantité de matière que d'antimatière. C'est pas plus compliqué que ça. Petite illustration, cette réaction produit autant de boules bleues que de boules oranges. On dit qu'elle conserve le nombre baryonique, donc on s'en tape.
Cette réaction, en revanche, elle produit plus de boules bleues que de boules oranges, donc cette fois-ci on dit qu'elle viole le nombre baryonique, et pour le coup, elle, oui, elle nous intéresse parce qu'elle respecte la première condition de Chakarov. Mais ça, ce n'était que le début. Pour l'instant, on n'a même pas résolu la moitié du problème de votre présence sur Terre. Parce que si le nombre de réactions créant plus de matière est le même que le nombre de réactions créant plus d'antimatière, on retombe sur une quantité égale de matière et d'antimatière qui vont s'annihiler et vous ne pouvez toujours pas exister. Donc, il nous faut une deuxième condition. Et cette condition, c'est qu'il doit exister un déséquilibre entre les réactions créant plus de matière que celles créant plus d'antimatière. C'est ce qui s'appelle la violation de la symétrie CP. C pour charge et P pour parité. Ne vous cassez pas la tête avec ça, sortir ça en soirée, c'est être sûr à 100% de rentrer seul. Retenez juste que pour respecter la deuxième condition de Chakarov, l'univers doit avoir un parti pris. Il doit traiter de manière différente la matière et l'antimatière. Les réactions produisant plus de boules bleues doivent être avantagées par rapport aux réactions produisant plus de boules oranges. Sauf que ça ne s'arrête pas là. On pourrait effectivement croire que les deux premières conditions sont suffisantes pour expliquer notre présence sur Terre. On a déjà une asymétrie entre la création de matière et d'antimatière, alors qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus? C'est vrai, hein? Pourtant, je vous assure que si la troisième condition de Chakarov n'est pas respectée, vous ne pouvez pas exister. Et encore là, on n'est que sur la théorie, hein. On n'a même pas parlé des problèmes pratiques que posent ces conditions. Mais là, je m'avance un peu, on y arrive. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est quoi cette troisième et dernière condition nécessaire pour expliquer la baryogénèse? Cette condition, c'est la rupture de l'équilibre thermodynamique de l'univers. J'avoue que dit comme ça claque. Mais faites pas semblant, personne n'a rien pipé à ce que je viens de dire. Je vous explique. Dans un univers parfaitement stable et en équilibre, toutes les réactions peuvent se faire dans les deux sens. Donc les réactions violant la symétrie CP en créant plus de matière que d'antimatière peuvent se produire autant dans un sens que dans l'autre, ce qui fait que l'excès de matière créé à un instant donné pourrait être immédiatement corrigé l'instant d'après. Donc pour contrer ça, il doit exister un mécanisme empêchant les réactions créant un excès de matière de se produire dans le sens inverse, ou en tout cas de manière moins rapide et moins fréquente. Et pour ça, il faut que l'univers soit instable. Par exemple, en refroidissant au cours de son expansion, l'univers pourrait permettre qu'une réaction se produise dans un sens à un instant et ne puisse plus se produire dans le sens inverse l'instant d'après à cause d'un manque d'énergie disponible qui a fini par chuter sous un certain seuil. Et de cette manière, l'excès de matière créée serait bel et bien conservé. Alors effectivement, ces trois conditions sont un excellent moyen de cerner le problème. Elles forment un cadre explicatif théorique qui permet de guider les physiciens dans leurs réflexions et leurs expérimentations. Mais justement, en termes d'expérimentation, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les conditions de Chakarov ont pu être vérifiées en laboratoire? Est-ce que oui ou non, ces trois conditions ont pu être réunies à un instant donné de l'histoire de l'univers, ce qui permettrait d'expliquer notre présence sur Terre? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'à force d'expérimenter, les physiciens ont réussi à observer une violation du nombre baryonique et une violation de la symétrie CP. Ça, c'est très cool. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à chaque fois, le niveau d'asymétrie observé est beaucoup trop faible pour expliquer la victoire de la matière sur l'antimatière. Ça, c'est moins cool. Par contre, nouvel espoir, la troisième condition de Chakarov, elle, semble facilement être remplie. Parce qu'en termes d'instabilité, quand on sait que l'univers est passé d'une taille inférieure à celle d'un proton à 10 000 fois la taille du système solaire en à peine une seconde, en termes d'instabilité et de changement des conditions extérieures, on n'est pas trop mal. Et bien même ça suffit pas. En fait, toutes les études actuelles montrent que le modèle standard de la physique des particules ne permet pas d'expliquer la symétrie matière-antimatière dans l'univers. L'origine de la baryogénèse se situe donc dans une physique au-delà du modèle standard. Le problème, et en gros cette fois-ci, c'est que ce fameux modèle standard, c'est peut-être la théorie la plus solide de la physique moderne. Donc il va vraiment falloir se lever de bonne heure avant de trouver un nouveau modèle de la physique des particules. Après, il y a bien quelques pistes envisagées pour la conception d'un tel modèle. Par exemple le modèle GUT, pour théorie de la grande unification. Je sais, dit comme ça on dirait un principe bouddhiste. Restez tranquille, je vais pas vous apprendre à méditer. En fait, le modèle GUT repose sur l'envie des physiciens de tout unifier. Selon ce modèle, l'interaction électromagnétique et les interactions nucléaires faibles et fortes seraient en fait trois manifestations différentes d'une seule et même force. Et les théories issues de ce modèle prédisent des violations du nombre baryonique et de la symétrie CP, plus importantes que dans le modèle standard. Ça, de nouveau, c'est cool. Mais comme le modèle n'est pas abouti, on ne peut pas confronter ces théories à nos observations. Donc encore aujourd'hui, l'énigme de notre présence sur Terre reste grande ouverte. Et on risque d'attendre encore longtemps avant d'avoir des réponses. À moins que on se soit planté. Et si en fait toute cette histoire d'asymétrie était une grosse erreur d'interprétation? Si en fait on se prenait la tête pour rien depuis le début en cherchant une réponse à un problème qui n'existe tout simplement pas? Et si l'antimatière n'avait pas vraiment disparu? Cette idée, elle balaye sans pression absolument tout ce qu'on vient de voir. Si l'antimatière n'a pas disparu, alors on n'a ni besoin des trois conditions de Chakarov, ni d'un soi-disant modèle de la grande unification. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part, hein. Il y a plusieurs hypothèses assez solides qui la renforcent. Alors oui,
Sur le papier, elles sont moins plausibles qu'une violation de la symétrie CP, mais elles sont tellement fascinantes qu'elles méritent qu'on s'y attarde. Et après tout, rejeter ces théories pour la seule raison qu'on les trouve folles aujourd'hui, c'est pas suffisant. Allez dire ça à Einstein quand il a pondu la relativité générale. Et au moins elle nous apporte des réponses. Et si vous êtes ici, c'est que vous voulez des réponses. La première hypothèse est tellement folle que je veux d'abord vous expliquer comment on est arrivé à supposer une telle chose avant de vous dire en quoi elle consiste. Sinon vous allez juste penser que je suis en train de vous pitcher le scénario du prochain Nolan alors que pas du tout. On va bien parler d'une hypothèse scientifiquement valide. Donc pour bien comprendre ça, il faut comprendre que l'antimatière, elle provient de là. Alors non, c'est pas le cerveau qui a produit l'antimatière. En fait, l'antimatière, avant d'être une découverte expérimentale, c'est surtout une démonstration de la puissance des mathématiques. Remontons le temps au début du XXe siècle, à un moment où la physique vit une véritable révolution. Entre la claque philosophique mise par les théories d'Einstein et celle tout aussi violente envoyée par la mécanique quantique, les physiciens sont en ébullition. Sauf que, problème, la mécanique quantique de Schrödinger ne respecte pas les règles de la relativité restreinte. Elle fonctionne bien pour des vitesses faibles, mais elle part en vrille dès qu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Et c'est là qu'un jeune Britannique du nom de Paul Dirac va s'attaquer à ce défi. Et c'est en 1928, après un travail époustouflant, que le jeune prodige propose une solution à ce problème. Une équation d'une élégance inouïe, mais qui en même temps arrive avec des conséquences inattendues. En résolvant son équation, Dirac découvre qu'elle admet deux types de solutions. Une solution avec une énergie positive, ce qu'on observe dans la nature, et une autre avec une énergie négative, ce qui à première vue ressemble à une erreur. En physique classique, une énergie négative est un non-sens. Pourtant, mathématiquement, tout est cohérent. Et comme Dirac a une confiance absolue en la beauté de son équation, il propose alors une idée folle, et si ces états négatifs existaient vraiment. 3 ans plus tard, en 1932, le physicien américain Carl Anderson observe pour la première fois de l'histoire une antiparticule, confirmant que Dirac avait vu juste. Alors, cette anecdote est fascinante. Mais pourquoi je vous la raconte? Parce qu'en fait, un peu plus tard, un autre physicien va regarder ces équations et interpréter ses résultats d'une manière totalement différente. Ce gars, c'est Richard Feynman. Un autre génie de la physique, mais cette fois-ci un peu plus rock'n'roll. Il est à l'origine d'un meilleur absolu en physique des particules et en physique quantique, les diagrammes de Feynman. Vous adorez la physique mais vous en avez marre des équations? Eh bien lui c'est pareil. Du coup il a créé un moyen de transformer les équations en dessins. Rien que ça. Une sorte de BD des particules qui montre comment elles se comportent dans le temps. Dans ces diagrammes, on représente le temps qui avance vers le haut et l'espace sur l'axe horizontal. Par exemple, dans ce diagramme, un électron et un antiélectron se rencontrent et produisent un photon. Mais une autre façon d'interpréter ce diagramme, c'est de voir le positron non pas comme un antiélectron, mais comme un électron qui remonte le temps. Autrement dit, l'idée, c'est plutôt que de dire que l'antimatière est l'alter ego négatif de la matière, c'est de la matière qui remonte le temps. Et du coup, si on va au bout de cette idée, le Big Bang serait en fait un point de symétrie entre deux univers. À l'instant zéro, il y aurait bien eu 50% de matière et 50% d'antimatière, mais alors que la matière ordinaire serait partie vers l'avant dans le temps pour constituer notre univers, l'autre moitié de la matière serait partie vers l'arrière pour constituer une sorte d'univers miroir avec une flèche du temps inversée. Donc dans ce scénario, il n'y a plus vraiment d'asymétrie à résoudre. L'antimatière n'a pas disparu, elle est simplement cachée de l'autre côté du Big Bang. Bon, la vérité c'est que même si cette hypothèse est mathématiquement valide et plutôt séduisante, elle est très largement controversée dans la communauté scientifique. Inutile de vous dire qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe de l'autre côté du Big Bang, et on n'est pas près de le savoir. Mais attendez, parce que si l'hypothèse des univers miroirs vous a déjà retourné le cerveau, accrochez-vous, parce que la dernière hypothèse que nous allons voir, celle qu'on va voir maintenant, est encore plus saisissante. Est-ce que vous vous rappelez quand tout à l'heure je vous ai dit que l'antimatière était totalement indiscernable de la matière? Eh bien c'est sur ce point que repose cette dernière théorie. Alors je ne sais pas si vous voyez encore où je veux en venir. Du coup l'antimatière subit la gravité exactement de la même manière que la matière. Ça, on le sait depuis pas si longtemps que ça. Aussi, elle se combine de la même manière que la matière pour former des structures en tout point comparables. En fait, si on met de côté les particules chargées, le seul moyen de savoir si ce qu'on voit en face de nous est de la matière ou de l'antimatière, c'est de lui envoyer de la matière dessus. Si ça explose, vous avez en face de vous de l'antimatière. Du coup, une autre explication possible de cette supposée disparition d'antimatière serait qu'en fait, il existe des régions dans l'univers où la matière domine, alors que d'autres seraient plutôt dominées par l'antimatière. Par exemple, ici, dans le système solaire, c'est la matière qui domine. Mais on pourrait très bien imaginer que dans un autre système situé à plusieurs milliers d'années-lumière de nous, c'est l'antimatière qui domine. Autrement dit, selon cette hypothèse, plus besoin d'expliquer comment et pourquoi l'antimatière a disparu. En fait, elle est là, en face de nous depuis toujours, mais juste on n'avait aucun moyen de le savoir. À moins que
quelques indices et puis nous mettre sur la voie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'événement de la Tunguska? Le 30 juin 1908 au matin, dans la région isolée de Tunguska en Sibérie centrale, une déflagration cataclysmique rase d'un seul coup 2000 m² de forêt et 60 millions d'arbres sont abattus. La puissance de l'explosion est estimée à environ 15 mégatonnes de TNT, soit environ 1000 bombes Hiroshima. Mais le plus intriguant dans cette histoire reste à venir. Lorsqu'une première expédition atteint la zone près de 20 ans plus tard, les scientifiques sont sous le choc. Ils ne découvrent ni cratère, ni impact, ni aucun débris. Alors naît le mystère. Comment une explosion aussi puissante a-t-elle pu se produire sans laisser aucune trace? C'est alors qu'apparaît une hypothèse aussi intrigante que controversée. Et si ce qui avait causé cette explosion n'était pas un météore ordinaire, mais un bolide d'antimatière? Ça expliquerait l'absence de cratère, on l'a vu. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent totalement. Aucun débris, aucun cratère, juste une libération d'énergie pure. Bon, au final, le mec qui a formulé cette hypothèse s'est fait démonter par la communauté scientifique et cette théorie est tombée à l'eau. Une preuve très solide de l'existence de mondes d'antimatière serait la détection d'antinoyaux d'hélium. Ces antinoyaux seraient synthétisés par un processus similaire à celui des noyaux d'hélium dans les étoiles ordinaires, c'est-à-dire par une chaîne de fusion d'antiprotons. Et pourquoi ça serait une preuve solide? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas d'autre processus aussi efficace pour créer de l'anti-hélium. D'ailleurs, le spectromètre magnétique alpha, un détecteur extrêmement pointu embarqué sur l'ISS, a notamment pour objectif de détecter des traces d'antimatière dans l'espace, afin de déterminer la proportion d'antimatière présente dans l'univers et éventuellement révéler la présence d'étoiles d'antimatière dans notre galaxie. Mais malgré ça, la majorité des scientifiques ne croient pas en l'existence de régions de l'espace dominées par l'antimatière. Pour eux, s'il existait de véritables mondes d'antimatière dans l'univers, comme la rencontre de la matière et l'antimatière produit des photons de haute énergie, alors on devrait observer dans l'espace des zones frontières sous forme de barrières lumineuses. Mais comme à ce jour, aucune de ces hypothétiques frontières lumineuses n'a été observée, la possibilité que de tels mondes d'antimatière existent est peu envisagée. Ou sinon, il faudrait que les régions dominées par la matière et l'antimatière soient suffisamment éloignées les unes des autres, de manière à ce que leur contact soit suffisamment faible et éloigné de nous pour que ces frontières ne soient pas visibles. Donc malheureusement, si comme moi, l'idée de trouver une anti-étoile à quelques années-lumière de nous vous plaisait, je suis désolé, mais il y a vraiment très peu de chances qu'un tel monde existe dans notre galaxie. A minima, il faut que ces frontières se trouvent dans des espaces intergalactiques très lointains, voire carrément en dehors de notre univers observable. Parce que oui, il faut pas oublier une chose, nous n'avons pas accès à tout l'univers dans son ensemble. Comme la lumière voyage à une vitesse finie, environ 300 000 km/s, et que l'univers a 13,8 milliards d'années, on ne peut voir que les parties de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Alors je vous passe les calculs techniques, mais cette limite forme autour de nous une sphère d'un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière qu'on appelle l'univers observable. Et cette bulle forme une limite absolue de ce qu'on peut observer autour de nous. Tout ce qui est en dehors de cette bulle est strictement inaccessible. Alors, qu'est-ce que ça implique pour notre quête d'antimatière? Eh bien qu'il se pourrait que ces mondes d'antimatière, ces antimondes, se situent dans des régions de l'espace situées au-delà de l'univers observable. Ce qui expliquerait, encore une fois, pourquoi aucune frontière lumineuse n'est observée. Donc, si un jour vous avez la chance de faire partie d'un road trip intergalactique et qu'on vous propose de faire un arrêt sur un nouveau monde encore jamais exploré, pensez quand même à jeter un truc par la fenêtre avant d'atterrir. Parce qu'on sait jamais. Si ça explose, vous saurez que c'est un monde fait d'antimatière. Et comme ça, vous éviterez de mourir annihilé dans une explosion d'énergie. Et voilà. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas où est passée l'autre moitié de l'univers. Est-ce qu'elle a disparu à cause de lois physiques qu'on ne connaît pas encore? Est-ce qu'elle s'est cachée de l'autre côté du Big Bang? Ou bien est-ce qu'elle est là, tout autour de nous, prête à nous envoyer des astéroïdes d'antimatière dans la tronche pour nous désintégrer? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais profitez-en. Parce que tant qu'on n'a pas de réponse, toutes les hypothèses sont permises. Et d'ailleurs, en parlant d'imaginer un peu ce qu'on veut, si vous pouviez choisir entre pouvoir vous téléporter ou pouvoir voyager dans le temps, qu'est-ce que vous choisiriez?